j'ai 3 hectares, j'ai changé ma vie pour faire du chenin. Et puis voilà, on a presque toute l'histoire depuis 96. Donc 96, premier millésime. Je suis arrivé en Anjou parce que l'Anjou était une région qui m'a beaucoup plu au niveau de 2-3 expériences, 2-3 essais qui étaient faits là-bas sur le chenin. Donc moi je me destinais pas du tout au vin, mais je connaissais la dame qui est toujours mon épouse aujourd'hui. Très tôt, elle travaillait dans le vin, elle a fait une formation en BTS dans le domaine du vin. Et moi j'étais pas du tout là, j'étais dans le football et dans Sciences Éco, ça n'avait rien à voir. Et dès que j'ai vu ces gens-là, là où elle faisait ses stages, je me suis dit ça c'est vraiment c'est un truc sympa. Donc ce qui fait qu'elle a fini sa carrière comme stagiaire, qui s'ennuie dans sa formation classique, voilà. Pas que ça. Et puis moi je me suis passionné pour ces gens-là. Et donc depuis maintenant plus de 30 ans, j'ai eu la chance petit à petit de connaître des vignerons, notamment beaucoup au départ au niveau de la Bourgogne, et puis après un peu partout, et puis après on est allé à Paris, après un petit épisode en Allemagne dans le domaine du vin d'ailleurs, on est revenu à Paris, et là tous les deux on est restés avec mon épouse sur un métier alimentaire qui permet de gagner sa vie et de suivre la passion du vin. Voilà, parce que à Paris, en 1984, il faut le dire quand même, c'était la seule ville française où on pouvait boire du vin. Enfin, du vin avec un peu d'ouverture d'esprit. C'est-à-dire qu'à l'époque, à Paris, il y avait des Anglais qui commençaient et qui, eux, avaient une culture un petit peu générale, qui étaient capables de faire remonter des Châteauneuf-du-Pape, qui étaient capables de faire remonter des vins de Porto, des vins... Voilà. Paris, c'était une ville de culture. Ça paraît fou parce que c'est pas vieux, mais pourtant... La culture avance bien lentement. Paris, c'est un travail en alimentaire le jour, et puis c'est le soir, un deuxième métier, au départ dans un club de dégustation, puis après, on m'a demandé de passer de l'autre côté, de donner des cours de dégustation, et puis parallèlement, j'utilisais toutes mes vacances pour aller voir le vignoble. Voilà. Donc c'était à peu près 1 mois et demi, 2 mois de visite de vignoble en France. Voilà. Jusqu'au jour où il y a eu la rencontre avec l'Anjou et puis avec le chenin. Quoi. Et puis des vignerons qui m'ont aidé, qui m'ont mis le coup de pied dans le derrière juste au moment où il fallait, en me disant mais si tu ne le fais pas là, tu ne le feras jamais. Et puis c'est physique, donc il faut quand même y aller. Il faut le faire pendant que tu es jeune, pas après. Puis, voilà. Donc l'aventure s'est faite comme ça. L'Anjou parce qu'on est en pays de chenin, parce que c'était un pays sous-développé. Ça l'est toujours d'ailleurs. C'est vrai que c'est un inconvénient majeur, hein, évidemment, en termes de renommée, mais on oublie toujours, je le rappelle toujours à mes amis vignerons, je le dis, parce que c'est à mon avis un des plus gros laboratoires d'essais au niveau du vignoble français, c'est que l'avantage de ce manque de notoriété fait qu'on peut acheter des grands terroirs à petit prix. Et moi, si j'avais pas eu ça, j'aurais pas acheté 1 hectare en Musigny, parce que si j'avais fait du rouge, j'aurais pris du Musigny. Et 1 hectare suffisait. Voilà. Mais bon, c'était pas dans mes moyens à l'époque. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir choisir des terrains en Anjou, d'aller voir des vieux, demander aux vieux, pas 60 ans, ils savent plus ce que sont les terroirs. Mais les gens qui avaient 80 ans, 85 ans, connaissaient très bien les endroits. Et du coup, j'ai commencé comme ça en achetant les Noëls de Montbenoît dans un premier temps, puis après les Rouliers, avec des conseils d'anciens. Mais par contre, s'installer, il faut aussi avoir des solides amitiés pour pouvoir techniquement travailler, parce que c'est vrai que c'est un travail difficile, exigeant, ça on peut toujours le faire, hein, ça c'est une histoire de force, mais il n'y a pas que ça, derrière il faut apprendre, tailler une vigne, dans un premier temps, on peut la couper, mais dans un deuxième temps, on peut aussi essayer de faire un peu une projection du pied dans 5 ans, 10 ans. Donc ça, il faut bien se mettre à comprendre les circuits les flux de sève. Hein. Donc ça, c'est un travail qu'on doit apprendre petit à petit. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai été aidé beaucoup au départ avec à l'époque un gars qui était jeune, il est plus jeune maintenant. Il s'appelait Joël Ménard, qui m'a pris sous sa coupe et puis qui, comme je dis, qui m'a donné
coup de pied là où il fallait, au moment où il fallait, quoi. En disant, moi je t'aide pendant 3 ans, puis après tu te débrouilles, quoi. Ça a permis de déplacer toute notre famille et de vivre là-bas, de nous installer. Voilà. Et puis ça, voilà, j'ai pas de regrets là-dessus. Voilà. On n'a pas de regrets. Même toute la famille d'ailleurs. Voilà, ça c'est l'histoire d'une reconversion, et puis c'est l'histoire aussi d'une volonté d'être indépendant. Alors par rapport à Régis, moi je ne suis pas diplômé. J'ai toujours écouté les conseils des anciens qui m'ont toujours dit ne rentre pas là-dedans. Ne rentre pas là-dedans. Et je pense qu'aujourd'hui, à la limite, j'aurai l'âge pour reprendre des études, mais pas avant. Parce qu'il faut une trentaine d'années de dégustation de vin pour essayer d'envisager des études, parce que l'aspect technique des choses n'est vraiment pas inutile, mais dans un premier temps, c'est vraiment l'aspect paysan qui est fondamental, quoi. Et puis encore une fois, surtout le bon sens, quoi. Donc voilà. Alors ce vin-là, justement, quand on parle de ça, vous connaissez cette odeur-là, cet arôme particulier? Ah, ça fait discuter, ça. Il y a des gens qui ne connaissent pas du tout ça, ce qui peut être normal. Hein, Comment? Voilà, on dit l'élevage bourguignon, ouais. Alors, en fait, c'est ça qui est drôle, parce qu'aujourd'hui, je vois bien avec ce vin-là, c'est extra, j'ai des retours un petit peu de partout, et il y a des gens qui ne connaissent simplement pas, et des vignerons qui ne connaissent pas ça. Alors que ça, c'est quand même une chose de base, c'est le vin, c'est l'élevage sur lit, et c'est les lits, c'est une autolyse. C'est un vin qui fait une autolyse. Alors, je ne défends pas ça en disant que ce vin est miraculeux, hein, aromatiquement et tout ça, parce que le côté de l'autolyse est prononcé. C'est aussi de ma faute un peu, hein, parce que c'est un vin qui est mis totalement non filtré, sans soufre aussi d'ailleurs, et il a fait une petite autolyse en bouteille. Et c'est assez drôle d'imaginer que des vignerons eux-mêmes ne connaissent pas ça, et lorsque je dégustais en Bourgogne il y a 30 ans, je me souviens d'un vieux monsieur qui s'appelait Edmond de Lagrange, je ne sais pas si certains connaissent l'histoire de la Bourgogne, qui avait du Montrachet. C'était le début où on commençait à faire des stars. Il avait un petit peu de Montrachet, alors il était en photo sur des grandes revues, des canteurs et tout ça. Et quand je dégustais avec lui, il m'amenait dans sa cave, on s'était pris d'amitié, et il venait avec sa canne, et puis on goûtait les barriques. Et quand il y avait une barrique qui sentait ça, il me disait « Ah, c'est sauvé, c'est sauvé ». En fait, lui, il avait un langage vigneron, on savait ce que ça voulait dire. C'est qu'une fois qu'on a l'autolyse, le vin est définitivement inoxydable. Et ça, c'est vrai que c'est le côté qui est assez, comment dire, qui pour moi me motive beaucoup. Ça veut dire que à un moment donné, on se retrouve devant un vin qui s'est fait sans que l'homme n'intervienne. Ce qui est toujours faux, parce que l'homme intervient toujours. J'ai acheté les barriques, j'ai bien pompé le vin, enfin, j'ai pas fait grand-chose. Hein. On a vendangé, donc il y a le choix des vendanges, parce que là c'est vrai que c'est quand même assez précis dans le type de vendange. C'est des vendanges sans botrytis, il n'y a jamais de raisin dégradé hein, dans mes vins. C'est toujours, c'est soit enlevé, soit laissé à la vigne, mais tout est trié, hein, il n'y a jamais de botrytis. Et puis après, le principe de vinification est simple, et je suis aidé là-dessus par mon manque de culture. Donc, pressurage, je mets mon vin dans les fûts, et puis après, je le mets en cuve et je le mets en bouteille. Voilà. Là, j'ai tout dit. Donc, c'est pas un gros travail. Ça va, c'est pas un gros travail. J'achète juste les barriques, c'est tout, mais voilà. Mais c'est assez, comment dirais-je, c'est assez motivant d'imaginer que le terroir pourrait ressembler enfin, le vin pourrait ressembler à son terroir. Parce qu'on ne sait plus. Ça fait trop longtemps que pour reprendre l'expression de Richard Virin, que je pourrais dire qu'on m'aurait trompé. Oui. Voilà. Oui. Et à l'insu de mon plein gré en plus, dans beaucoup d'appellations. Donc là au moins on se dit, on regarde le vin, on le laisse passer, on le laisse fermenter, il finit, voilà, et puis il finit en bouteille. Donc c'est comme ça. Donc, voilà, vous avez une expression de vin telle que je vais récolter mûr en tout cas, telle que il devait sans doute être. Voilà. Seul travail, par exemple, sur l'autolyse, là on peut discuter techniquement, on peut peut-être faire mieux sur l'autolyse. Et après, ça va dépendre des millésimes. Le vin digère ses levures. En fait, quand vous avez... il faut demander
Régis, œnologue de formation, va tout vous dire. Lui. Non, mais c'est bien ça. Quand le vin fermente, vous avez plein de matières en suspension, les levures qui travaillent dans le fût. Et là, ça le fait dans la bouteille. Elles se digèrent dans le vin. Et elles ont la particularité de protéger le vin de l'oxydation quand elles se digèrent. C'est pour ça que la lie est toujours un élément très, très important dans le vin. C'est toujours un des choix de vinifs importants sur les blancs. Jouer avec les lies ou pas. On peut les enlever tout de suite, les lies, hein, éventuellement. Et si on veut des arômes, par exemple, fleuris, si vous travaillez sur du sauvignon, que vous voulez être très fruit, il ne faut pas trop jouer avec les lies. Voilà. Mais posez-moi des questions. Et embarrassantes de préférence. Tu n'as pas soutiré ça? Jamais? J'ai soutiré les fûts en cube, mais de cube. Voilà. Donc j'ai même pas fait un deuxième soutirage. Et c'est pour ça. Alors est-ce que c'est une erreur après? D'un autre côté, c'est que ça m'a permis, une fois que tu as l'odeur là, je l'ai sauvé quoi. Tu n'as plus besoin de mettre de soufre, donc c'est quand même un petit peu envoûtant l'idée de pouvoir laisser un vin se faire. De savoir qu'il est complètement protégé et qu'il n'y a rien dedans. Un mois et demi. Et ce côté autolise, là, oui. il le perd avec une bonne aération? Non. Il le garde. Tu ne vas pas le perdre tout de suite. Il faudra des années pour le perdre. Tu as des repères que tu vas avoir dans les bouteilles. Tu vas avoir un léger trouble. Si tu secoues la bouteille, ça remonte en masse. Là, tu es toujours vraiment en odeur de lie. Si ça fait une petite trace noire, ça veut dire que tout est sec, digéré, là tu risques plus rien, et là ça descend. Donc il faut du temps là-dessus. Mais alors après, c'est ça qui est une autre problématique du vin aujourd'hui, c'est qu'on arrive à vivre avec des petits domaines, on démontre qu'on peut vivre, mais après, il faut rentrer en plus dans l'idéal. Et toujours pareil, l'idée de sortir du système économique, c'est d'arriver avant les millésimes quand ils sont prêts. Quoi. Mais ça, c'est un vrai problème. Quoi. Et là, vous aurez, je vous mets le 2010 tout à l'heure, vous allez voir, c'est violent, il ne faudrait jamais voir ça maintenant. Quoi. Tu disais que le botrytis n'était pas du tout recherché. Chez moi, jamais de botrytis. Mais vraiment pas du tout. Hein. C'est trié. Je suis en luxe maintenant parce qu'on s'est mis avec 3 vignerons de Rabelais avec lesquels on s'entend très bien. On a pris une équipe de vendangeurs. Ce qui fait qu'on a à peu près une quinzaine de personnes et on arrive à leur donner 1 mois de travail. Parce que moi, c'est infernal. C'est 2 jours et demi. Donc, alors que les autres font des blancs, des rouges et des liquoreux. Donc ça occupe du monde. Donc c'est difficile pour moi d'avoir au jour J une équipe de 15 personnes. Mais avec ce procédé, qu'on appelle des groupements d'employeurs, on met en commun une structure de vendangeurs dans plusieurs domaines. Et puis après, on s'entend entre vignerons pour savoir, ben, tiens, on va faire telle parcelle là, ce jour, l'autre parcelle ce jour. Voilà. Donc, et c'est vrai que je ne me plains pas de ça, on a des gens qui sont super au niveau travail. Moi, le coût des vendanges, je m'en fous. Il y a une chose qui compte, c'est que le travail soit bien fait. Et en fait, les gens le comprennent bien, enfin, c'est bien, on a des bonnes équipes, quoi. Avec des punks à chiens, des gens, des bonnes gens de la société. Moi, j'ai jamais eu l'idée de créer une entreprise de grande ampleur. Mon idée, elle est d'aller le plus loin possible. Donc moi, si je reste en blanc, j'ai encore 1,5 hectare à acheter, c'est en moyenne Moselle allemande. Ça se fera peut-être. Voilà. Pour aller le plus loin possible dans ce que j'estime être le vin. Je pense que le Chenin est un des 2 ou 3 plus grands cépages en France. Chenin, Romorantin, puis Savagnin. Et je pense que c'est sur des grands terroirs, on arrive à faire des choses qui sont énormes, quoi. Et c'est vrai que si je voulais aller plus loin, j'irais dans le Riesling. Il se passe que si on part en cépage rouge, pour moi l'affaire est bouclée, parce que pour moi il y a un cépage qui est extraordinaire et qui malheureusement est connu sur les endroits où il est, c'est le pinot noir. Donc là, de ma vie, je ne ferai jamais de pinot noir. Voilà. C'est pour ça que le blanc est venu. Et puis les liquoreux.
vous faites des liquoreux, si vous n'avez pas de botrytis. Je faisais des liquoreux. Je suis venu pour les liquoreux. J'ai fait des secs par accident. Parce qu'on s'aperçoit, oui, ben, le chenin, ça, c'est des cépages dont on ne peut pas sortir de beaucoup de choses aromatiquement. C'est des cépages de densité et de puissance et qui jouent l'effet terroir. Un peu comme le Riesling. Si vous faites l'opposition entre, enfin, ça ferait peut-être monter 2-3 Alsaciens, donc quoi pas tant que ça. Si vous mettez Pinot Gris, je sais pas, Gewürztraminer au Riesling, mais il semble commun à beaucoup de vignerons que le Riesling est un vrai grand marqueur terroir. Alors que le Gewürztraminer, ben, c'est toujours différent. Il faut vinifier un petit peu en dessous pour travailler le fruit. Sa qualité principale, c'est le fruit. Alors bien sûr, il exprime des terroirs. Quand on est sur des Fürstentum ou autre, ça peut avoir de l'élégance. Mais le Riesling, c'est vraiment le cépage nu sur un terroir. Et le chenin, c'est pareil, parce que c'est un cépage qui, aromatiquement, vous pouvez travailler comme vous voulez. On ne travaille pas pour faire quelque chose de facile et aromatique et simple. On n'est pas sur un muscat, quoi. Quel terroir? Ça, c'est roulier. Alors, c'est des schistes gréseux. Ouais. Donc, quelles caractéristiques ça va apporter au vin en fait? C'est toujours fin. Oui, ça donne des choses plus fines que les. On a beaucoup de schistes en Anjou. On est on appartient géologiquement au massif armoricain et on a beaucoup de schistes. Et les schistes carbonifères apportent du gras, c'est presque huileux, c'est riche et lourd. Les schistes gréseux, c'est beaucoup plus effilé. C'est complètement différent. Après, les schistes pourpres, ils sont encore différents, qui donnent aussi pareil des vins très gras, mais moins huileux. Le vin, il faut revenir à la vigne. Ça veut dire changement de système de taille, refaire complètement les pieds pour réussir à avoir une vendange homogène. C'est long le travail. Mais justement, quand on parle de la BD, ce qui m'a plu, c'est qu'au départ, quand Étienne a voulu commencer ça, il m'avait dit de voir toutes les photos, tout ça. J'en avais pas beaucoup, mais Sophie en avait pris quelques-unes. Ah, quand j'ai revu les photos, ça m'a fait plaisir parce que c'était. Oh là là. J'étais content par rapport au travail que j'avais fait. Ça ressemblait. Voilà, maintenant ça ressemble un peu plus à des vignes. Mais tu vois, c'était l'idée. Quand on est amateur de vin, on ne se rend pas compte de ça. Il faut savoir ce qu'est un domaine. Quand un domaine est géré. Allez-y, je dis un peu en bas. Oui. Oui. On n'arrive pas à se rendre compte, mais humainement, c'est très simple à imaginer. Quand vous avez un domaine viticole, et puis que vous cherchez, vous dites, bah, tiens, il me faudrait bien du personnel pour tailler ma vigne, bah, tiens, toi, ben, tu y vas. Bon, je te promets, le boulot est difficile, mais tu n'es pas bien payé, c'est normal, c'est difficile. Voilà, et tu le fais vite, de préférence, voilà. Et c'est comme ça que ça marche dans le monde agricole. Ben, forcément, le gars qui va tailler sa vigne, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il prend son sécateur, il y va, il n'est pas forcément maladroit d'ailleurs, mais il va tailler sans s'emmerder, donc toujours la même hauteur, il va avoir les vignes à hauteur, c'est toujours au coude, et puis vous taillez comme ça, voilà, vous faites. Et le problème, c'est que dès que la vigne est déformée, un petit peu penchée, un peu, ben, lui, il n'a pas le temps, il n'est pas payé pour, il ne va pas la remonter, il ne va pas remettre un échalas. Un échalas, c'est un pieu pour redresser la vigne, la reformer, tout ça. Il ne va pas s'emmerder à ça. Mais ça, pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça fait des vignes complètement déformées, ça fait résultat des amoncellements de grappes parce que la vigne n'est pas taillée de façon harmonieuse, et du coup, ben, petit à petit, vous ne pouvez jamais être homogène. Alors si vous n'êtes pas homogène, ben, dans ce cas-là, ben, poudre de perlimpinpin en vigne, il n'y a pas de secret. Oui, depuis 2007, on fait une vendange en un coup. Voilà, tu arrives à passer une fois et tu rentres quelque chose d'homogène. Voilà. Et les gens trient éventuellement si on a enlevé. Mais donc des années comme 2012, on enlève peut-être 5%, mais c'est simplement l'histoire qui est. Parce que je demande qu'il n'y ait pas un grain, donc ils enlèvent un grain ou deux sur la baie. Pareil, 2011, ça a été rentré, c'était état sanitaire nickel. 2010, pareil. 2009, on s'est tous fait avoir, c'était difficile parce qu'il y avait beaucoup de degrés d'alcool, on attendait la maturité, et puis le botrytis est venu à un moment donné. Donc là, ça a été différent. On a laissé un peu sur pied, parce que c'était des très beaux botrytis. Mais globalement, on a une vendange, oui. Combien ça fait une bouteille
Ça fait entre 2500 bouteilles et 10 000. C'est précis ça. 2500 bouteilles, c'est 2008 où j'ai gelé très fort. 10 000, c'est 2010. Donc 10 000 bouteilles, vous avez une idée des rendements, ce que ça représente? Voilà, c'est ça. Je sais pas, on calcule là. Si vous êtes en Champagne, vous faites plutôt 12 000 à l'hectare. Moi j'en ai 3. Quoi, ça fait 20, 30 Chaque année. 30 12 000 à l'hectare chaque année. Non, moi j'en ai 3. Donc, ouais. Et le travail des sols? Comment est-ce que vous travaillez les sols? Comment est-ce que l'herbe, comment est-ce que vous la maîtrisez, etc. Eh ben, ça dépend. Ouais. Je ne peux pas laisser pousser. Je peux pas laisser pousser. Un tout petit peu plus sur les rouliers, pas beaucoup sur mon Benoît. Mon Benoît, j'ai eu des limites, par exemple sur des millésimes comme 2003, vous vous souvenez, la sécheresse. Et là, c'est vrai que je voyais la colline, le coteau, hein, je suis en haut d'un coteau, et tout le coteau était brûlé au 20 juillet. Et il y avait que ma vigne qui était encore dans un état vert, et puis celle d'un copain, parce qu'on était les deux seuls à travailler les sols. Et moi là-dessus, je me suis dit, il n'y a pas 36 solutions, il faut faire comme au Maghreb, hein, il n'y a pas 36 solutions, pas une herbe, pas une herbe, pas une herbe. En 2003, j'ai jamais autant pioché que ça, parce que il y a vraiment beaucoup de roches, beaucoup de cailloux, et je voulais pas faire de concurrence, quoi. Après, il y a des années où on est en pluie, comme par exemple cette année, on a eu beaucoup de pluie, beaucoup de pluie dans l'eau, donc j'ai laissé pousser l'herbe, mais quand je laisse pousser l'herbe, elle est haute comme ça à la fin de l'année, alors ça fait une concurrence moyen. Par contre, je travaille toujours sous les pieds. D'accord. Ça, sous les pieds, ça c'est... Je passe des intercepts. Ouais. Vous savez ce que sont des intercepts? C'est que la grosse difficulté dans le travail du sol, c'est pas d'enherber ou d'avoir de l'herbe ou pas, c'est comment on appelle ça, soit de passer les intercepts, soit de décavaillonner. C'est sous le pied, dans le rang. C'est là qu'il faut enlever l'herbe. Enfin, en tout cas chez nous. C'est une règle que je crois à peu près générale en Anjou. Il faut enlever l'herbe sous les pieds. Sinon c'est une trop forte concurrence et ça pousse pas. Je ne veux jamais faire de règle générale là-dessus sur le travail du sol. Il faut savoir que la planète est grande et on a toujours des contre-exemples sur la planète. Il y a des gens qui tentent, on peut tenter en Irouléguy par exemple, sur des zones très arrosées, très pluvieuses, on peut laisser de l'herbe et tondre, ça peut marcher, sans que la vigne ne s'étouffe. Chez nous, il faut travailler sous les pieds. Donc là, l'outil intercept, c'est un outil qui passe qui s'efface à chaque pied, quoi. Et avec une lame. Mais bon, ça suffit pas, après il faut piocher, quoi. Et la vigne, vous la conduisez en bio, en biodynamie Oui, on dit en biodynamie. Oui, j'applique les préparations. Bio, forcément. Enfin, moi, au départ, quand j'ai démarré en 96, je m'appuyais sur mon passé d'amateur de vin. Donc, il m'était apparu évident qu'à force de goûter des vins un petit peu partout, en tout cas beaucoup en France, à force de goûter chaque année tous les vins de Gevrey, tous les vins de Moret-Saint-Denis, tous les vins de Nuit Saint-Georges, à chaque fois on se dit c'est toujours les 5 ou 6 meilleurs, c'est toujours les mêmes 5 ou 6 meilleurs. On va voir les vignes, c'est toujours des vignes travaillées. Donc moi je ne me posais pas la question de bio ou pas bio, parce qu'historiquement en 96 ça n'existait pas. Moi ce que je voulais faire, c'était faire un travail de vigneron, quoi. Donc évidemment, moi je me suis installé et il n'était pas question qu'un jour il y ait des désherbants et des produits. Mais c'est vrai que c'était marginal, parce qu'à l'époque en bio on n'était pas 1 pour 1000. Et la Bourgogne, elle est formidable, parce que quand vous prenez un cru et que vous avez le vigneron qui a 6 rangs de vigne, et puis vous avez les suivantes, où il y a le double de raisin, les bourgeonnages n'est pas le même. Je veux dire, c'est clair, vous dites le voisin, comment il s'appelle, d'accord, voilà, bon, j'irai jamais le voir, bon, voilà. Et puis, voilà, c'est simple. C'est simple. Donc pour moi, il n'y avait pas d'histoire de bio au départ, c'était l'histoire de faire du vin de la façon la plus évidente possible, quoi. Et donc le bio, c'est l'Angélique, la marque, qui m'a dit à un moment donné, tu sais, oui, il faut faire gaffe, parce qu'effectivement, lorsqu'est arrivé 2000, on s'est mis à se lancer dans la communication. Donc tout le monde devenait presque bio.
Et puis, il y a eu cette notion extraordinaire en communication qui est belle, le raisonner. Comme la France vote en grande partie Clémenceau, en gros, encore, c'est raisonné, raisonnable, c'est beau, on est au centre, on est bien, voilà, tout va bien, la vie est belle, quoi. Et là, ça faisait beaucoup de mal aux gens qui travaillent leur vigne réellement, quoi. Et c'est vrai que là-dessus, Marc était sensible à ça, il m'avait dit, tu devrais au moins te faire certifier. C'est pour ça que donc en 2002, j'ai accepté de me faire certifier. Voilà. Donc je suis certifié, et par contre, je ne l'ai jamais mis sur mes bouteilles, et je ne veux pas le mettre parce que oui, moi j'aurais été blessé d'imaginer un jour vendre mon vin parce que j'ai un logo AB. Ça, c'est un truc que je comprends parce que je n'admets pas. Comme dans tout, il y a des étapes, notamment dans le vin. Je ne sais pas, moi j'ai quand même l'impression d'avoir beaucoup évolué dans la dégustation. Et dans un premier temps, vous avez toujours une approche du vin par rapport au nez. C'est tout de suite le nez, la bouche, et puis après c'est tout, quoi. Voilà. Et plus on vieillit, plus on goûte de vin, plus la structure, la longueur est prépondérante, quoi. Je me souviens toujours que j'avais des visites touristiques, un groupe, bon, ils étaient très sympas, qui passent suite à la BD. Bref, la cave était ouverte, on buvait un coup. Donc ils passent, et puis je leur fais goûter le 2011. Et puis, oh, alors surpris, oh, qu'est-ce que c'est? Et puis, très gentil, c'était adorable, ces gens-là. Donc ils me disent, qu'est-ce que c'est pas bon, tout ça. Puis toc arrive derrière Joe Piton, vous connaissez Joe Piton, le monstre? Ouais. Voilà. Joe Piton arrive, il y a un coup à boire. Bon, bah oui, tiens, bois un coup, tiens, voilà. Toc, il boit ça. Il dit, c'est vachement bon, ça. Alors, il y a une fille qui se met en face et dit, mais vous trouvez ça bon? Il dit, bah ouais, c'est vachement bon, c'est un peu réduit, mais c'est vachement bon. Bien, forcément, il s'est engagé une discussion, les gens ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire, quoi. Mais forcément, c'est l'histoire de comprendre ça, de ne pas être au même stade. Les deux cultures. Oui, je m'en suis pris pas mal, moi, dans le dessin, là-dessus. Savoir ce qui était bon ou pas. Oui, il n'y a pas de règles. Mais en fait, tu le vois à la plante. Il y a des règles, il y a des règles, je suis désolé. Il y a des règles. Au-dessus de 10 grammes par pied, on ne fait pas du bon résultat. Voilà. Alors après le reste... Oui, en gros, ça marche. Alors c'est vrai qu'après, il faut que ce soit économiquement viable. Bon, alors bon, après, c'est d'autres affaires. Oui, ça c'est regardé, ça. C'est une règle issue de l'observation. Hein. Moi, je sais que chaque fois que je dépasse 10 grammes par pied... Mais ça vient complètement naturellement. L'histoire de 10 grammes, tu vois, c'est... La vigne est une liane. Elle n'a jamais demandé de faire du raisin pour faire du vin. C'est nous qui l'obligeons à faire du raisin pour faire du vin. La vigne, elle fait un fruit, c'est une liane. Si vous mettez un pied de vigne sous un chêne qui fait 6 mètres, au bout de 3 ans, la vigne, elle atteint en haut. Il y a un endroit au monde, un endroit que j'ai vu, où on laisse pousser la vigne dans les arbres, c'est les vallées Kalash, au nord du Chitral, en Afghanistan, c'est des vallées non musulmanes, il y en a quelques-unes, et ils font un vin dégueulasse, mais c'est amusant. Alors donc du coup, nous qu'est-ce qu'on fait? La vigne, c'est une liane, et comme toutes les lianes, toute son énergie, elle va la mettre au service de sa croissance herbacée. C'est pour ça que nous, les vignerons, on passe notre temps à couper, à maîtriser la croissance herbacée, de façon à laisser simplement la surface foliaire qu'il faut pour que la photosynthèse se fasse normalement, quoi. Et donc on passe notre temps, dès que le bourgeon est sorti, à couper, on maîtrise la croissance herbacée. Donc, toute l'énergie, puisque l'activité photosyntétique va continuer, va stocker dans le seul endroit où elle peut stocker, c'est dans les grappes de raisin. Mais amusez-vous à laisser une treille sur votre mur sans jamais la tailler, vous allez voir la qualité du raisin que vous allez ramasser à la fin. Maintenant, ça peut être sympa à manger, mais pour faire du vin, c'est embêtant.
Et donc, moi, j'aime beaucoup la notion de rendement par pied. Moi, c'est un vieux qui m'a appris ça. Je ne comprenais rien dans les rendements. Et il m'a dit, mais ça marche. Enfin, ça paraît logique. Alors, Si après, qu'est-ce qu'il a à nourrir? après Richard nous dit, je suis à 100%, ça veut dire que lui, il entretient bien sa vie. Chaque fois qu'il va y avoir un pied qui crève, etc., il va le remplacer. Et donc, il va comme ça pouvoir tenir un rendement. Je devrais. Oui, bon. Alors, Après, il y a des puissants qui ne produisent pas forcément, parce que le corps qui grandit. Après, il y a les problèmes induits par l'hygiène. Oui, mais le deuxième, c'est l'autre terroir. Le terroir par lequel je suis en plus, c'est 2 hectares de rhyolite, c'est des terres volcaniques. Très très particulier dans la région. C'est pas des terres, c'est des cailloux. Voilà. Et puis voilà, on est sur 2010 et sur 2006. Voilà. C'est 2 Montbenoît? C'est 2 Montbenoît. Le premier c'était les rouliers et les 2 autres sont des Montbenoît. Vous savez que ça c'est un des grands problèmes quand on essaye de vinifier en prenant le maximum de risques. Enfin je dis en prenant le maximum de risques, c'est pas ça, on essaye de faire attention au maximum, mais si on met rien dedans, si on met aucun soufre, on a le risque de voir le vin partir directement évoluer en acidité volatile. Donc un acide acétique en fait, que vous connaissez donc gustativement dans le vinaigre acide acétique. Non, c'était juste pour voir si certains d'entre vous étaient sensibles à ça ou si vous sentiez quelque chose. Voilà. Donc, parce qu'on goûtait le 2010 notamment, et le 2010 a 1 gramme d'acidité volatile, donc normalement c'est un vin qui ne serait pas marchand. Comment peut-on avoir naturellement 15 degrés d'alcool et un pH très très bas? Eh bien, ça peut se faire. Et 2010, c'est le millésime qui peut expliquer cela. Parce qu'il suffit qu'il y ait, pour des histoires de... Comment vous dire, de stress ibérique à un moment donné, parce qu'il fait très chaud, ça manque de flot, etc., il peut y avoir un blocage de maturation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de sucre par concentration, par déshydratation, mais qui dit déshydratation de la baie, dit que tout ce qui est à l'intérieur va être exagéré, le sucre, mais aussi les acides. Ça a été le cas en 2003, l'année de cette fameuse année de la canicule, où c'était pas une année très fraîche d'ailleurs, mais où on a ramassé des raisins secs, où tout était concentré. Mais, parfois même des défauts, mais ça c'est embêtant. Mais le sucre, mais c'est assez exceptionnel d'avoir effectivement, c'est exceptionnel d'avoir dans ce demi-litre que je découvre avec vous, autant d'alcool et autant de fraîcheur. Enfin, la fraîcheur chez moi est exprimée par l'acidité. Et ça s'explique, à mon avis, par une déshydratation de la baie et la concentration. Tout a été concentré à l'intérieur de ces baies de raisin. Je n'étais pas derrière lui, mais je ne l'explique que comme ça. Parce que sinon, effectivement, c'est pas tout à fait normal. C'est dommage qu'en France, on ait galvaudé l'appellation vin de table, qui est la plus belle appellation concernant le vin qui puisse exister. Le vin de table aujourd'hui, c'est de la saloperie. Donc du coup, on ne peut plus dire que le nom de voilà, non, enfin, maintenant ça s'appelle plus vin de table, ça s'appelle vin de France. Donc du coup, je suis content que mes vins aujourd'hui soient, avec ceux de Richard, les compagnons de votre table. Je dois aussi m'excuser d'être diplômé. Mais c'est pas le diplôme le problème, c'est ce qu'on en fait. J'ai été anesthésiste et j'ai passé le plus clair de mon temps à travailler dans le tiers-monde, en plein désert sanitaire. Eh bien, je suis diplômé en œnologie et je passe mon temps à l'oublier et à être vigneron. Donc en quelque part, Richard a raison quand il vous dit que tout se passe à la vigne. 80% de la qualité d'un vin, c'est pas au chai, c'est à la vigne. Et on ne parle pas assez de ce qu'on fait à la vigne. On fait du vin avec du raisin. Alors après, on peut discuter sur tout. On peut discuter, savoir si vous mettre du jus. Si vous êtes allé jusqu'à la fin de la bande dessinée, les ignorants, vous verrez qu'il y a eu une grosse discussion autour de ça ce jour-là. Mais c'est une discussion
qui a créé pour très longtemps des liens indélébiles. Voilà, je crois. Et donc, moi, ce que je veux aujourd'hui vous présenter, ce sont les vins d'une toute petite propriété où, comme Richard, je suis tout seul. C'est-à-dire que quand je suis malade, mes vins se piquent parce que je ne m'en occupe pas. Et ça a été le cas cette semaine. Ça m'emmerde bien, mais je me suis protégé. Bon, ça arrive. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des vins qui viennent de pas très loin de chez vous, de Bergerac. Cette appellation tant décriée pour ses saloperies. Mais quand on fouille bien à Bergerac, il y a de très très jolis vins là. Très jolis vins. Et je vous invite d'ailleurs, puisque c'est pas loin de chez vous, à y venir plus souvent. Et à Pécharmant, on ne fait que du rouge. Il n'y a pas très longtemps que je sais pourquoi on fait que du rouge à Pécharmant, c'est que quand on plante un pied de blanc sur des argiles bleues gonflantes avec un peu de sable, ça ne marche pas. Donc le blanc c'est en face, sur les argilo-calcaires. Et nous, on a vraiment un terroir de rouge. Et là où je suis, c'est magique, sauf que je me fais chier. On fait des argiles bleues gonflantes. Et bien, elle porte bien son nom, c'est les pédologues qui l'appellent comme ça. Elle est gonflante. C'est-à-dire que quand il pleut, comme maintenant, je ne peux plus rentrer dans les vignes, ça m'emmerde. Mais c'est comme ça, il n'empêche. Qu'à Pétrus, c'est les mêmes. Pécharmant, c'est ça, c'est 400 hectares, c'est que dalle Pécharmant. 400 hectares, 35 vignerons. Et on se connaît tous. On se bagarre. Mais j'ai pas vu, j'ai jamais visité une région viticole où les mecs ne se bagarraient pas. Parce que nous sommes les paysans. Et les paysans, ils se bagarrent. Et les bagarres de paysans, c'est vachement bien. Parce que ça fait les meilleures équipes de rugby. Et le rugby et le vin, ça marche bien ensemble. Et même à Figeac. Et on vient de goûter des vins. Je suis embêté quand même. On vient de goûter des vins fantastiques et on n'a pas parlé de ces vins. Moi, j'aurais aimé qu'on parle de ces vins. Moi, j'ai noté, je vais être très très bref, mais j'ai été très surpris, Richard, par la précision de tes vins. Tes vins, ils sont précis. Alors après, on peut rentrer en détail. Mais ils sont précis. C'est-à-dire que ça veut dire que quand je bois tes vins, je peux en parler. C'est précis, c'est clair, c'est net. Non, mais ils sont d'une très grande précision, notamment le 2006. Le 2006, pour moi, c'est le meilleur de 6. Le 2010 est peut-être encore un peu jeune, il sera peut-être meilleur dans 3 ans, 4 ans, mais aujourd'hui, des vins que j'ai goûtés, c'est le 2006 qui vraiment est étonnant, avec des équilibres en bouche excellents, fantastiques. Bon, j'arrête là parce que il va... Chez moi, ça va être un peu différent parce que d'abord, c'est du vin rouge, et le vin rouge, c'est compliqué. Parce que le vin rouge, c'est vraiment un vin de vigneron. Pourquoi c'est un vin de vigneron? Non, je t'explique. Non. Ça, c'est vrai. Je te laisse parler, merde. Le vin rouge, c'est un vin de vigneron. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion terrible, absolument terrible. C'est la macération. Le vin rouge, c'est un vin de macération. Ça veut dire que pour obtenir un vin rouge, eh bien, il faut que la peau qui contient tout ce qui est bon dans le vin rouge soit parfaite. Quand vous craquez un raisin noir, le jus à l'intérieur, il est blanc. Si on veut faire du vin blanc avec du raisin noir, on peut. Si le jour de la vendange, on sépare la peau du jus, on fait du vin blanc. C'est interdit. Bien, nous, on fait l'inverse. C'est-à-dire que le jour de la vendange, on va mettre dans la cuve la peau, le jus, les pétales. Et on va demander à ce qu'il s'opère un transfert de pigments et de tanins, les deux choses les plus importantes. Hein. On pourrait être beaucoup plus technique, mais ça ne sert à rien. Ce qui est le plus important dans le vin rouge, c'est sa structure tannique et les pigments, donc les anthocyanes. Ils sont tous dans la peau. Donc cette notion de macération, plus ou moins longue, plus ou moins plein de choses, on va la travailler plus ou moins fortement, de façon à extraire beaucoup, pas beaucoup, selon ce qu'on veut faire. Et ça, c'est la macération qui dit ça. On fait le vin rouge vraiment avec du raisin. Et ceux qui nous font croire qu'on peut rajouter des tanins quand il n'y en a pas assez, etc. Moi, on m'oblige de mettre dans mes vins qu'il y a du soufre. Moi, je fais partie de ceux qui disent
Le soufre, c'est pas forcément un problème, mais seulement. C'est la seule chose qu'on est obligé de marquer sur l'étiquette. Mais toutes les autres saloperies qu'on nous oblige. Moi, je revendique qu'on marque tout ce qui n'est pas raisin sur la contre-étiquette. Eh bien, je peux vous dire, c'est des triples magnums, c'est des Jéroboam qu'il faudra pour que ça rentre sur l'étiquette. Eh bien, pas chez moi. Par contre, chez moi, vous verrez, il y a du sulfite. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et il n'y en a pas beaucoup, je vous rassure. Alors, on revient maintenant au vin que vous avez sur... Je ne sais pas ce qu'on vous a servi. 2004, 2005, Alors, 2006. j'ai choisi de vous faire une mini verticale. 2004, 2005, 2006. Pourquoi j'ai choisi de vous mettre ces trois millésimes côte à côte? C'est qu'ils sont très différents. Et comme je refuse la notion de vin technologique, et c'est peut-être la chose la plus importante pour moi, dans mon chai, venez me voir, il n'y a aucun artifice de chai. Il n'y en a aucun. Il n'y en a pas. Et je vous en dirai pas. Et il y a du raisin et une cuve. Et ça veut dire que quand on fait une verticale, mes vins seront nécessairement différents d'un millésime sur l'autre, parce que la qualité du fruit ne sera pas la même. Et comme il y a cette notion de macération, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, eh bien, la qualité de cette peau, sa richesse, son épaisseur, tout ce que vous voulez, ce qu'il y a dans la pulpe, je m'en fous dans un passe 15 degrés, 12 degrés, 11 degrés, j'en ai rien à cirer. Le sucre, j'en rajoute jamais, il y a le sucre qu'il y a naturellement. Par contre, ce qui est important quand on fait du vin rouge, c'est la notion de polyphénol. Les polyphénols, c'est deux grandes familles que sont les tanins et les anthocyanes. Donc les pigments, parce que ce sont la couleur du vin, et les tanins qui font cette structure. Et pourquoi on met les tanins alors que quand ils sont jeunes, ils vous font ces sentiments d'astringence, vous savez, l'impression de bouche sèche que vous avez, parce que les tanins, c'est des polyphénols chargés négativement. Quand ils arrivent dans la bouche, ils ont une protéine qui s'appelle la salive, qui elle est chargée positivement, excuse-moi, mais c'est vrai, moins par plus en chimie organique, ça se colle, ça devient une grosse molécule, et pendant une seconde ou deux, vous avez les canaux salivaires qui sont bouchés. C'est désagréable. C'est désagréable chez le vin jeune. Parce que le tanin qui est combiné, le tanin qu'on va trouver dans une bouteille de vin qui a 34 ans, j'ai vu en Châteaubriand toujours 1934. C'était un vieillard en pleine forme. Un vieillard en pleine forme. Mais là, je peux vous dire que j'avais aucun problème d'astringence. Par contre, j'avais un vin stable, complètement stable. Et si on met des tanins, si on cherche à extraire les bons tanins, les bons et mauvais tanins, et les bons tanins, ceux de la pellicule, c'est pour stabiliser la couleur. Parce qu'une anthocyane qui n'est pas combinée à une molécule de tanin est instable. Et voilà pourquoi, si vous voulez que des vins durent dans le temps, si vous voulez pouvoir atteindre ce qu'on appelle les arômes tertiaires, c'est les arômes des esters, vous savez mais quand vous mettez à l'abri de l'oxygène de l'alcool dans un liquide, de l'alcool et des acides, eh bien ça devient des esters. Et ces esters, ils sont très parfumés. C'est les gens qui travaillent dans le parfum, dans l'industrie du parfum qui nous ont appris ça. Et évidemment, ça transforme complètement. Un vieux vin n'a pas du tout le même nez qu'un vin jeune qui est très variétal, qui est sur le fruit, qui est sur les fruits rouges, etc. Mais moi, j'adore les vieux. Il n'y en a pas ici, donc c'est bon. Mais j'adore les vieux vins, parce que c'est magique. C'est magique. Les arômes tertiaires, c'est magique. Encore faut-il faire du vin qui vieillisse. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Et pour faire du vin qui vieillisse, eh bien, il ne faut surtout pas tenir compte de toute cette technologie de chez nous aujourd'hui. Ils fabriquent du vin rouge comme on fait du Coca-Cola, c'est-à-dire toujours pareil. Ça, c'est inintéressant au possible. Moi, je ne me suis pas reconverti là-dedans pour faire ça. Voilà. Bon, je suis incapable de le faire et puis ça ne m'intéresse pas. Je préfère me planter une fois, une année, parce que j'ai raté quelque chose, que de rajouter, d'utiliser ce que j'appelle la technologie de chez, les artifices de chez, pour faire tous les ans la même chose. Malheureusement, aujourd'hui, c'est 80, j'en connais ça tout à l'heure, et c'est vrai, j'acquiesce, c'est aujourd'hui 80% des vins, c'est ça. Cette année, par exemple, année terrible, année où on n'a pas de volume, où tout s'est mis à pourrir, et les mecs, ils ont quand même ramassé pour faire du volume, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de la thermovinification. Ils ont fait venir une machine qui a monté la vendange à plus de 80 degrés,
Alors là, effectivement, ils ont fait des volumes. Seulement tous les vins thermovinifiés, d'où qu'ils proviennent, auront le même goût dans la bouteille. C'est 2013, ça va être ça, à plus de 50% dans le sud-ouest. Et bien voilà. Donc venez au chemin blanc, on va passer. Alors, j'ai mis ces 3 millésimes parce que c'est 3 années très différentes. 2004, on va dire, le premier que vous avez, celui que j'ai là, c'est une année, je vais dire normale. Quand je parle, moi, d'année normale, c'est ce que j'observe là du comportement de ma vigne, de mes graines, de raisins, etc. Et c'est une année sans aucune aspérité. Donc vous avez un vin chez moi très classique. Voilà. J'en dirai pas plus. Si avant d'aller plus loin, sachez tout de même Capé Charmant, puisque je joue le jeu de délégation contrôlée, c'est un assemblage obligatoire de 3 cépages, que sont le Merlot, le Cabernet Sauvignon et le Cabernet Franc, autrement dit les cépages bordelais, avec plus ou moins de Malbec. Sachez qu'avant les gelées de 56, le Malbec était le cépage majoritaire à Pécharmant, et évidemment, pour des raisons sûrement économiques à l'époque, pour faire comme le voisin bordelais, on a replanté les cépages bordelais. Mais il existe un résidu de Malbec qui est toléré comme cépage améliorateur, on va l'appeler comme ça. J'ai 50% de Merlot, une base Merlot chez moi, avec 30% de Cabernet Sauvignon et 20% de Cabernet Franc. Malbec, c'est un agnostique. Sauf que tout ce que je replante aujourd'hui en Cabernet, je le replante en Cabernet Franc, parce que j'adore le Cabernet Franc. Et que le Cabernet Sauvignon, nous sommes des régions presque trop septentrionales pour le Cabernet Sauvignon. Et pour arriver à faire mûrir un Cabernet Sauvignon chez nous, ben, il faut éviter de trop le charger, on revient à la discussion que nous avons tout à l'heure. Donc 50% Merlot, à terme, il y aura plus de Cabernet Franc que de Cabernet. J'adore le Cabernet Franc. J'adore les Val-de-Loire. Je prends mon pied quand je goûte un Saint-Nicolas de Bourgogne, un Chinon, il y a des belles choses là-bas. 2005, le deuxième. Alors là, 2005, ouais, bon, grande année, quoi. Franchement, l'été 2005, tout était parfait, quoi. Enfin, franchement, on avait des raisins, je ne sais pas chez toi, mais enfin, 2005, c'était des années comme ça, putain, mais les yeux fermés, tous les ans, on voudrait grand millésime, très grand millésime, le plus grand millésime sûrement, du moins chez moi, depuis le début du siècle, bon, j'ai commencé à travailler en 2000. Donc, très humble. Alors là, ben, il vous en donne peut-être pas l'impression, mais c'est là où il y a le plus de tout. Il y a le plus de tout, il y a une richesse scénique absolument étonnante dans ce vin. Et la volatile. Alors, je suis très à l'aise là-dessus. Je vais vous dire, je ne sais pas s'il y a de la volatile dans mes vins parce que je l'analyse jamais. Et donc, si vous la sentez, ce qu'il y en a sûrement, ça m'étonne. Pour ça, je vais vous dire tout de suite, j'en ai plus. Pour venir vers vous avec des millésimes comme ça, j'ai plus aussi dans ma carte perso, mais je suis très content. Et si ça les convainc, voilà, 2005, écoutez, on en parlera tout à l'heure. Après, une fois que vous aurez dégusté les vins, on pourra parler de la façon dont j'essaye de mener ma vie. C'est ça qui est le plus important pour moi. Tout à l'heure, il y a eu une discussion autour de ça. Et Michael Fenot qui est très intéressant sur l'herbe, pas de l'herbe, la concurrence racinaire. On oublie une chose, c'est la vie comme toutes les plantes. Elle vit avec des racines. Ils sont souples, c'est pas les Où sont les racines de ma vie? Elles sont entourées de quoi? Ce qu'on appelle le complexe argiloïde. C'est essentiel. Essentiel pour faire de conneries. Conneries très très fortes. On peut faire facilement autour du complexe argiloïde. Bon. 2005. Alors 2006, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'été 2006. Mais quand je fais une verticale, je n'ai pas besoin, moi, de bulletin météo, je sais ce que... 2006, on avait l'impression, en 2006, qu'on refaisait en 2005. Ah putain, énorme, un printemps génial, un été, tout allait bien, des équilibres parfaits. Et puis patatrac, on avait les raisins de toute beauté, début septembre, on se disait chouette, les mecs ont été déjà en train de... il faisait chaud, on est barbecue, incroyable. Et puis patatrac,
vers le 10 septembre. Je vendange généralement le merlot vers le 10 octobre, quelque chose comme ça. Vers le 10 septembre, la flotte. La flotte. Il s'est mis à pleuvoir. Et que fait le raisin? Que fait la vigne? Quel a été le réflexe de cette vigne assoiffée? Il faisait chaud, etc. C'est de pomper cette flotte et elle allait la mettre où? Puisqu'il n'y avait plus de croissance herbacée. Puisque la vigne était aoûtée. Elle était aoûtée, elle ne poussait plus. Et dans le raisin. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une année de dilution. Les raisins étaient très beaux, seulement ils se sont gorgés d'eau. Et tout ce que la vigne, que j'aime beaucoup l'expression activité photosynthétique, mais c'est super beau l'activité photosynthètique. Eh bien, tout ce qu'elle avait pu fabriquer et stocker dans le raisin, elle l'a dilué grâce à cette flotte de tronc. Et alors, comme il a beaucoup trop plu, les raisins se sont mis à éclater. La pourriture, on a parlé de botrytis tout à l'heure, c'est une connerie botrytis. Botrytis, et ça ne marche, c'est pour faire de la pourriture noble. Chaque fois qu'on peut éviter d'avoir de botrytis sur les raisin, on va le faire. Et donc du coup, on a ramassé des raisins qui étaient dilués, donc tout était dilué. Voilà. Par contre, c'est beaucoup plus souple, c'est un vin qui passe beaucoup mieux. C'est un vin qui a sa raison d'être. C'est un vin qui a eu beaucoup de succès commercial. C'est un vin de vigneron. Ouais. C'est un vin de vigneron. Il faut jouer juste après en vinif, et ça c'est la grande voilà. différence. Moi, il y a deux choses que je ne fais faire à personne d'autre dans le travail que je suis capable des fois d'avoir une aide pour m'aider, etc. C'est la taille de la vigne. Personne n'a le droit de tailler mes pieds. Je le refuse. Et c'est la gestion de la macération. Tout le reste, quelqu'un d'autre peut le faire à ma place, mais pas ça. Parce que d'abord, chaque pied de vigne chez moi a un prénom. C'est tous, je les connais tous. Je ne vais jamais les tailler de la même façon. Jamais de chez jamais. Il y a les chétifs ici. Franchement, il y a des blonds, des bruns, des cheveux blancs, des gros, des maigres, des beaux et des pas beaux. Eh bien, c'est pareil dans cette vigne. C'est tous des frères et sœurs. Eh bien, moi, je leur parle. Ils ont tous un prénom. Je ne m'en souviens pas, mais ils ont tous un prénom. Quand je suis avec mon ciseau devant eux, alors que vous avez sous-traitez la taille d'une vigne. Un voisin fait venir une entreprise, il tombe malade pour tailler sa vigne. Le mec arrive avec 5 tailleurs. La question posée. C'est un couple. On laisse combien de... Mais je ne sais pas. Combien de vieux on va laisser je ne sais pas. Ça dépend si mon pied est fragile. Si je vois un pied qui est en train de crever, un pied qui n'arrive pas à pousser, je vais lui laisser un côte à 2 yeux pour le redynamiser. Je vois un pied trop vigoureux parce que le bois est énorme, eh bien je vais le charger pour le mater un peu parce qu'il me fait chier d'être vigoureux. Il vaut mieux avoir une vigne chétive que d'avoir une vigne vigoureuse. Moi je préfère travailler une vigne parce que une vigne trop vigoureuse vous donnera toujours des mauvais résultats. Et on parlait d'appellation justement. Régis parlait de l'appellation, il garde l'appellation des Charmants et donc il a un encépagement. Moi je suis sorti de cette appellation. Vous savez pourquoi? D'accord. On est sorti de l'appellation pour une bonne et simple raison. C'est dans un premier temps, il faut savoir comment sont construites les différentes appellations. Elles ne sont pas construites toutes de la même façon. Dans le cas spécifique de la Loire, et notamment de toute la région Saumur et Anjou, on a créé des appellations, donc en 1937, un petit peu comme partout en France, établies sur des terroirs que vous connaissez peut-être, Bonzo, Cartechaume, Savenière, Coteau du Léon. L'appellation Anjou, Saumur, et Saumur Champigny. Nous, on arrive après, on arrive sur un terroir où, entre-temps, se sont créées des appellations, notamment des appellations Anjou.
l'appellation Anjou a été une appellation politique. C'était une appellation politique pour que tout vigneron qui fasse des vins qui ne soient vraiment pas dignes d'être autre chose, puisse quand même être en AOC. C'est dans le système complètement hypocrite du monde des appellations. Ça veut dire aujourd'hui que si vous avez un vin qui s'appelle Anjou, il peut être fait sur 80 communes différentes avec des types de terroirs qui n'ont strictement rien à voir. Lorsque vous apercevez qu'un tel système existe, vous dites à un moment donné, on va essayer d'intervenir, on va essayer de se mettre dans le conseil d'administration. Alors on y arrive. Et on a réussi. On est dans le conseil d'administration. Malheureusement, comme vous vous rendez compte que vous êtes, ça pose un énorme problème de démocratie, vous êtes complètement minoritaire dans ce conseil d'administration, vous apercevez que, quelle que soit la mesure faite, quelle que soit la proposition faite, vous êtes refusé à tous les coups parce que vous avez des gens qui utilisent et qui travaillent le système. Donc, à partir du moment où on n'arrive pas auprès de l'INAO à refondre cette appellation, on est sorti de cette appellation. Et moi, j'aurais voulu, je voudrais aller plus loin, parce que sortir et passer en vin du monde, parce qu'après tout, il faut laisser aux consommateurs le choix de pouvoir se renseigner et rechercher les vignerons. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est une règle générale dans toutes nos appellations françaises européennes, c'est que vous n'avez aucune garantie. Moi, j'oublie jamais mon parcours. J'étais pendant 25 ans amateur de vin. J'estime m'être fait tromper pendant 25 ans. Quand Régis vous parle de certaines choses en matière de vignes, il sait de ce dont il parle. Quand vous achetez un Château Latour, pour moi, c'est un vin qui n'a pas le droit d'être en appellation et qui représente l'honneur de la France, la patrie. La Champagne, c'est un peu ça, c'est la balance excédentaire du monde agricole. Donc, on se retrouve à avoir des appellations qui ne représentent rien et qui ne protègent pas les consommateurs. À un moment donné, on est bien obligé d'entamer une réforme. La réforme, elle est toujours la même, et on revient à ce problème de démocratie. La réforme, elle est sur deux axes. On peut aller s'engager dans l'appellation, travailler, se faire ridiculiser perpétuellement, c'est toujours ce qui se passe, forcément, ou alors sortir et essayer de créer une entité. Alors on attend ça, on essaye de faire bouger ça, et ça c'est des projets sérieux. On en a parlé par exemple à un domaine que vous connaissez, la Romanée-Conti. Moi ce que je veux, c'est qu'Aubert de Vilaine mette un gros pied là-dedans et fasse son vin, il s'appelle Pinot Noir, RC, Sage, peu importe. Utiliser le nom de son terroir, mais c'est qu'il fasse ça pour qu'un jour ou l'autre, on refasse des appellations qui soient vraiment représentatifs de leur terroir. Aujourd'hui, on parle de terroir, vous voyez n'importe quel vigneron, n'importe quel salon, on vous parle de terroir. Les gens qui respectent le terroir, il n'y en a pas 1%. Les vignerons, il n'y en a donc pas 1 pour 300. Et à un moment donné, vous êtes obligé de vous poser des questions par rapport à ça. Parce que la personne qui est au bout du compte perdant, c'est toujours le consommateur. Et ça, c'est un truc que je ne peux pas admettre. Et on revient à l'idée de Régis tout à l'heure, qui était de dire, vous savez que vous avez une règle. Aujourd'hui, sur les étiquettes, on met contient sulfite. On a un contient sulfite. Vous savez aussi qu'on n'a pas le droit de mettre combien il en contient. Ben, évidemment. Non, par contre, on connaît la limite supérieure. Autorisée. On connaît théoriquement la limite supérieure autorisée. Voilà. Si vous allez sur le marché, voilà. Ça veut dire que moi, si je vais mettre contient sulfite, par exemple, je ne sais pas, 2010, je vais mettre 15 mg. Ça va mettre 390. Ça, c'est interdit, il est protégé par ça. Mais le deuxième point, c'est les autres choses. C'est savoir comment un vin a été fait. Savoir qu'il a été concentré, savoir qu'on a mis des tanins, savoir qu'on a mis... la liste est... Vous seriez surpris, et je pense qu'en tant que consommateur, vous n'imaginez même pas le nombre de dizaines, donc c'est plus de centaines de produits qu'on peut mettre dans un vin. Le vin,
chemin d'Orient, cuvée Harry-Rod 2009. Là, il est dans la suite logique de la dégustation que nous avions avec les autres, sauf que c'est un vin plus récent qui est en cours de commercialisation. Un vin qui fait 15,5 d'alcool, lui aussi. Et ce qui emmerde, même s'il y a marqué 15 degrés sur l'étiquette, on peut tricher jusqu'à 22 degrés sans se faire pied. La cuvée Bouskashi, celle avec l'étiquette dessinée par Emmanuel Guibert, qui est le dessinateur de la bande dessinée Le Photographe, mais pas que. Je ne sais pas si vous aimez les bandes dessinées, mais les bandes dessinées, ce n'est pas un genre littéraire mineur, c'est un genre littéraire majeur. On peut envoyer des messages importants par la bande dessinée. Lisez de chez lui La guerre d'Alan, Les olives noires, Ariol pour les plus petits, et Le chemin d'Orient, la Subourée. Mais non. Ouais, ça m'étonne. Le photographe, c'est un livre qui, les éditions Dupuis n'y croyaient pas du tout, qui associe la photo noir et blanc et le dessin, qui raconte une histoire banale. Et c'est un best-seller aujourd'hui, traduit en plus de 10 langues, vendu à 800 000 exemplaires en France. Vous savez qu'une bande dessinée est vendue et lue par 5 personnes en moyenne en France. Ça veut dire qu'il y a plus de 2 ou 3 millions de Français qui ont lu cette bande dessinée. Bon, peu importe là-dessus. Donc cette cuvée Bouskashi, 2008, j'en fais chaque fois que j'ai au fond de mon chai un problème, un défaut, une erreur, un oubli. Et ça dépasse jamais 1000 bouteilles, c'est vendu excessivement cher, 25 €. Et puis si je ne les vends pas, je les bois. C'est cher. Parce que 1000 bouteilles, ça fait partie encore de ceux dont je suis capable. Et si je ne suis pas capable de le faire tout seul, j'invite les potes. Et j'en connais quelques-uns, ils ne seront pas privés. Alors, j'aimerais que vous preniez, on va le goûter ensemble si vous voulez bien. Et lâchez-vous sur ce vin, c'est pas grave. On peut dire toutes les conneries sur un vin et je suis le premier à le faire. Et là, j'ai entendu un vin qui n'est pas passé en fût, j'ai entendu plein de choses. C'est les mêmes cépages, hein, ça vient de chez moi, c'est dans mon chai, donc ne cherchez pas des cépages particuliers. Alors effectivement, on a senti ici du cassis, on a donc... est-ce qu'en bouche, c'est en 2008, il existe dans les chais un moment important, du moins chez moi, et je crois aussi chez Richard, c'est ce que j'appelle la grand-messe. C'est lorsque vous avez l'impression que les vins sont finis, et ils sont là en bout d'élevage, et puis ils sont dispersés dans une quarantaine de barriques, et chaque barrique, même si c'est le même tonnelier, il n'y a jamais le même résultat vraiment d'une barrique. Donc vous allez tout goûter, et puis vous décidez si vous assemblez ou si vous assemblez pas. Il y a des années où tout est bon, comme en 2005, j'ai mis en barrique le lot assemblé au préalable. Il y a des millésimes où je fais des élevages cépages séparés, ça doit arriver aussi. Je mets des merlots d'un côté, les cabernets sauvignons de l'autre, et puis je vois, au dernier moment, souvent j'assemble. Et là en 2008, c'était le cas. Et maintenant, je vais vous dire ce que c'est ce vin. Ce vin, c'est 100% de vin de presse. Élevé pendant 3 ans en fût parce que je l'ai oublié. Je vous explique pourquoi je l'ai oublié. J'avais exactement 7 barriques de presse. Lorsque je fais la grand-messe, avec mes copains, on essaye, on fait des assemblages volume pour volume et on voit ce que ça donne. Et d'habitude, j'aime bien mettre la presse dans le vin, parce que pour moi, la presse, c'est le médicament du vin. La presse, c'est dégueulasse. Par contre, ça apporte beaucoup de tanins, ça apporte souvent dans les vins une structure tannique intéressante. Et la presse, chez moi, je ne l'assemble jamais aussitôt. Je la mets toujours dans des vieux fûts. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, on va reparler de ça quand je vais parler de ce vin. J'ai toujours dans mon chai une dizaine de barriques qui ont 4 ans, 5 ans, 6 ans. Pour moi, c'est des vieux fûts. J'aime bien mettre la presse dans les vieux fûts parce que je trouve, je ne sais pas pourquoi, je ne l'explique pas, je sais pas, mais la presse évolue très très bien dans les vieux fûts.
dans la durée. Elle s'assouplit, elle devient solide. Lorsqu'on essaie de faire l'assemblage, on est tous d'accord pour dire que si on met les 7 barriques entières avec le jus de goutte, ça a apporté un peu de dureté, ça le déséquilibrait. Donc on décide d'en mettre que 3 barriques. Donc il m'en restait 4. 4 barriques, 9 hectos. Je me dis, bon, je vais les mettre au fond du chai et puis on verra bien. Et je les ai oubliés. Donc le 2009 est arrivé, et puis à un moment donné, je dis, c'est quoi ces 4 barriques? Je savais plus ce que c'était. Et puis on s'est dit, mais oui, bon sang de bon Dieu, c'est les 4 barriques de presse qui nous restaient. On s'est dit, oh putain, ce hôtel dégueulasse, on goûte ça. Non, je mets tout dans un garde-vin. Quand vous êtes venus, on a pioché dans ce garde-vin. Oui. Je mets tout dans ce garde-vin. Je n'avais pas décidé encore ce que j'en ferais. Et on s'est rendu compte que c'était... Moi, ça m'a plu énormément. Alors évidemment, vous avez vu, les tanins sont un peu serrés, ils sont moins enrobés que vous avez goûté ailleurs. Il n'empêche que moi, je suis hyper surpris. J'ai été hyper surpris. C'est une révélation, on n'en sait rien. Un vin de presse pur, 100% dans des vieux fûts pendant 3 ans donne un goût pareil. C'est pour ça que je suis arrivé dans la région. Parce que je trouve que le chenin, l'énergie, on parlait des cépages tout à l'heure, il a l'énergie pour tenir des sucres énormes. Là, on a 250 grammes de sucre résiduel. Je sais pas si... Sucre résiduel par litre. Sachant que pour faire 1 degré d'alcool, il faut 17 grammes. Vous voyez, voilà. Je ne sais pas si vous savez, mais quand vous goûtez un sauterne qui est assez lourd, souvent, c'est à 110. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même un petit peu de pêche quand même pour tenir ça. Après, pour l'histoire de la chose, c'est pas que ça, c'est l'histoire du botrytisme. Je racontais tout à l'heure par rapport aux histoires où on se fait tromper régulièrement, on m'aurait trompé. Voilà. Je me souviens, je vous raconte quand même un petit peu cette histoire où un jour je demande à un plus grand dégustateur de l'époque, un grand dégustateur français de l'époque, je lui demande comment on peut reconnaître les grands botrytis. Et il me dit, on les reconnaît toujours, c'est ce qui colle dans la bouche. Ce qui est lourd et ce qui colle dans la bouche. Et un jour, je vais voir un monsieur qui était sur le départ en retraite, qui était le patron d'un des plus grands sauternes, et qui me met la... Je lui dis, mais le grand botrytis, c'est ce qui colle en bouche. Et il me prend la main sur l'épaule, il me dit, mon jeune ami, ce qui colle en bouche, c'est le sucre de canne. Alors encore une fois, on se dit, tiens, peut-être qu'on nous aurait trompé. Et du coup, voilà, quand j'ai eu des vignes, je me suis dit, ben, je vais essayer d'en faire un, et puis de voir ce que ça donne si on prenait ça en raisin. Et en fait, c'est passionnant, parce que en fait, c'est exactement l'inverse, quoi. On peut monter très très haut en concentration. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de goûter les Trockenbeeren Auslese allemands. C'est vraiment intéressant parce que sur Riesling, on arrive à avoir des vins qui ont une richesse en sucre extraordinaire et puis une pureté, une élégance et une acidité qui est étonnante, quoi, qui est antinomique, il n'y a aucune lourdeur. Et malgré le petit peu d'alcool. Voilà. Donc ça défie un petit peu toutes les règles. Donc ce monde des liquoreux, c'est toujours un monde passionnant. 7, 8 degrés. Voilà. Alors ceci pour dire que désormais, je ne fais plus ces vins. C'est sûr que c'est très très Et il y a 2 axes là-dessus. Quand vous faites ces vins-là, vous savez, c'est vraiment la liqueur est extraordinaire dans vos fûts. Quand vous goûtez ça, c'est vraiment formidable parce que c'est aromatique, ça sent la... Je trouve que quand il y a un grand botrytis, ça sent la fraise. Quand on boit dans la fraise, les fraises c'est compliqué, il y en a plein, des roses c'est pareil. Bon bref, il y a une pureté dans ces grands botrytis. Le seul problème, c'est d'arriver à stabiliser ces vins, puisque par définition, il y a du sucre. S'il y a du sucre, le vin peut à tout moment fermenter, quoi. C'est là qu'on est dans un vrai problème. Alors quand j'ai démarré en 96, à l'époque, on me disait, ben, c'est pas dur, maintenant c'est l'étape, il faut mettre du soufre. Et puis hop, on met le produit, glou 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 dedans, ça s'appelle du soufre. Et
quand on fait ça une année, on fait ça 2 années, 3 années, puis une autre année, on se dit, il faut quand même réfléchir, il y a autre chose à faire, ça ne va pas. Ça me gênait fortement, parce que vous goûtez le vin avant, vous l'avez en tête, le vin avant, et vous le goûtez après. Et là, ça gêne, et ça existe dans le vin. Et ça, c'est quelque chose qui se place au palais. Une fois que vous savez où ça se situe, vous le retrouvez dans tous les vins, vous êtes bloqué là-dessus, ça devient handicapant. On ne peut même plus acheter de vin cher. Alors ça fait des économies, hein, c'est l'avantage. C'est fini. Fini les week-ends, fini, c'est terminé. On n'achète plus ça, c'est terminé. Alors c'est assez rentable. C'est assez rentable la petite bouteille verte. Oui. Donc ça a été le gros déclenchement. Je me suis dit, il y a moyen d'avoir une autre solution. Et puis j'avais une autre chose particulière, c'est qu'à côté de là, la parcelle des Noëls de Montbenoît, j'avais un bois. C'est une parcelle abandonnée qui est devenue une friche avec des bois. Mais à l'époque, c'était tous les étourneaux. Ça veut dire que lorsque je faisais des granoles, à chaque fois, j'avais des étourneaux qui venaient me manger tous les premiers rangs. Et donc j'ai fait des secs complètement par hasard, c'est presque la légende des souffleurs. Moi j'ai fait des secs vraiment par hasard en me disant, à partir du moment où les étourneaux vont me les manger, je vais vendanger avant tout ce qu'ils me mangent d'habitude, et je vais, ma foi, tant pis, je vais en faire du sec. Voilà. Et c'est comme ça qu'est né le sec chez moi, c'est que j'ai pressé ça, j'ai mis ça dans des fûts, puis j'ai suivi les fûts, je les ouillais quand même, je remplissais. Puis je goûtais, je me disais, merde, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Puis on goûtait, puis on se disait, bah non, c'est presque même du vin. Même si, voilà. Et l'idée a fait petit à petit son cheminement, et je me suis dit, mais il y a une ouverture sur le sec qui me plaisait de plus en plus. Et j'ai fait ça. Et comme parallèlement, quand vous vendez des sélections de grains nobles, il faut quand même être clair, au niveau de la planète entière, il y a quelques dizaines de dégustateurs qui connaissent quelque chose. En général, les journalistes, il y en a, je crois, à peu près aucun qui sait déguster ça. Clair. Donc, vous êtes perdu dans votre monde. Si vous n'allez pas faire le nanin à droite à gauche, à essayer de faire des dégustations comparatives dans les différents pays, essayer de faire des dégustations prestigieuses pour faire monter le prix de votre vin, pour le valoriser, eh bien, vous ne pourrez jamais le vendre. C'est clair. Et aujourd'hui, on le voit quand même en France, parce qu'il y a de plus en plus de petites cuvées comme ça, de grains nobles, qui sont super bien faites. Hein. Ça existe dans toutes les appellations, parce que c'est une conjonction de plein de choses, hein, d'une climatologie et d'un moment. C'est quand même quelque chose de beau, hein, d'attendre les raisins. C'est aussi une préparation de raisins, de vigne, avant. C'est pas rien, c'est pas évident à faire, c'est même passionnant de faire ça. Mais effectivement, ça reste condensé sur un marché un micro-marché de passionnés, quoi. Extrêmement rare. Non, du tout. Non. Je suis parfaitement imparfait là-dessus. C'est-à-dire que là-dessus, je n'arrive pas à me trouver, comment dire, c'est extrêmement compliqué parce que c'est complètement antinomique de faire un vin liquoreux sans mettre de soufre. C'est complètement antinomique parce qu'il peut partir à tout moment, sauf s'il est très haut en concentration. C'est-à-dire que ce vin-là, à la limite, j'aurais pu ne pas mettre de soufre. À 26 degrés potentiel, à la limite, on peut ne pas mettre de soufre. Mais il faut parler des 90% des vins liquoreux qui, eux, sont produits en dessous de 20 degrés. Et en dessous de 20 degrés, quand vous mettez ça en bouteille, c'est une pétaudière si vous ne mettez pas de soufre. Et le gros problème qui se passe, c'est que vous avez rentré une vendange qui est très pure aromatiquement, beaucoup de fruits aromatiquement, et le seul moyen de calmer ces vins-là, c'est de les user par l'oxydation. Et ça, c'est quelque chose qui ne me convient pas, parce que si vous voulez travailler un vin sur l'oxydation, pas du tout ces raisins-là. Et donc on est à la croisée des chemins, il faut savoir ce qu'on veut faire au départ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le monde des liquoreux, on voit plein de choses sucrées qui vont dans tous les sens. Et c'est bien, c'est le Far West. Alors, Montbazillac, ça bouge aussi. Hein. Saussignac qui va être la première appellation à inscrire le fait d'être bio dans son décret. Alors eux, ils sont déjà inscrits le fait d'être non chaptalisé, ce qui est extraordinaire.
Parce qu'il faut quand même savoir une chose, et c'est vrai que le consommateur ne le sait pas toujours, c'est qu'on fait des vins liquoreux en France en AOC, encore une fois, voilà, avec autorisation de chaptalisation. C'est quand même absolument incroyable. Incroyable. Ça peut faire des liquoreux chaptalisés. Ça, c'est inconcevable. Et si on a le droit de faire des liquoreux chaptalisés, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'au bout du compte, c'est transformé. Ça veut dire que tout liquoreux bénéficiant de l'AOC doit être chaptalisé. On en arrive là. Et ça, c'est un véritable scandale, quoi. Donc aujourd'hui, une appellation comme Sausignac, qui a un mal fou à s'en sortir, c'est une appellation qui a été la première à être AOC non chaptalisée, aujourd'hui va être AOC bio. Et qui viennent de faire une belle connerie, c'est qu'ils avaient dans leur vieux décret un cépage autorisé qui s'appelle le chenin. Et ils viennent de le supprimer. Ça, c'est des cons, parce que ils n'ont plus que du sémillon, alors ils ont le sémillon, tous les cépages ils ont la blancs. muscadelle aussi, oui. Alors, la muscadelle, le seul endroit au monde où on trouve la muscadelle, c'est dans le Bergerac. Donc, il ne faut quand même pas enlever trop de choses à Bergerac. Et un liquoreux que tu aimes peut-être pas, hein, à Montbazillac, et majorité muscadelle, c'est Tirpu la Gravière. Oui. Ah non, on ne peut pas dire ça. De Bruno Bilanci. De mon copain Bruno. C'est pour ça que je... Non, mais c'est bon, mais c'est... Oui, c'est madame. Alors, qui est madame? Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un vigneron de Montbazillac qui est mort. Jusque-là, tout va bien. Il est mort, mais en laissant aucun héritier et une cave personnelle absolument impressionnante de ses propres vins. Non, c'est lui. Non. Et je parle de ça il y a déjà une quinzaine d'années. Et cette cave était très importante, parce qu'il y avait plusieurs milliers de bouteilles, et dont certains millésimes remontaient aux années de la guerre, c'est-à-dire dans les années 45, 47. Et j'ai fait partie ça a été vendu aux enchères. Il a fallu expertiser, je faisais partie du jury d'experts. Et c'était assez étonnant parce que ces vins de la guerre, des années de guerre, où le sucre ne circulait pas. Ah, voilà. Oui. Donc où on est sûr qu'il n'y avait rien. Donc on est sûr que... Eh bien c'était le meilleur. C'était le meilleur. Oui. C'était assez étonnant. Et sûrement non protégé non plus d'ailleurs, au-devant. Hein. Et donc du coup... Doisy-Védrine 43, il faut goûter ça. Vous avez goûté ça? Oui. Alors moi je reste persuadé que la chaptalisation n'est pas un problème. On va se fâcher. Par contre, elle doit être évitée. Voilà. Mais on doit se passer de la chaptalisation, quel que soit le millésime. Par contre, la chaptalisation elle-même, oui, moi je vais rajouter du sucre après tout, hein, une bestiole qui aime le sucre, qui bouffe, qui font de l'alcool. Et quand même, tu penses qu'on doit s'en passer? Ah ben oui. C'est quand même ça l'essentiel. Mais bien sûr que oui. Mais on n'a pas besoin de rajouter de sucre dans le vin. Ce que tu dis, Régis, c'est valable pour tout. Pour tout. C'est comme pour le soufre. C'est comme... Mais c'est évident. Non, mais je suis d'accord. Mais si. Sauf que, on doit pouvoir s'en passer, sauf que tu... Oui. La levure... Tu vois, quelquefois j'entends... Non, la levure, on ne peut pas s'en passer. Non, mais oui. Parce que sans levure, il n'y a pas de vin. Oui. On entend régulièrement ça. Voilà. Vous voulez parler des levures indigènes? Oui. Dans tous les chais du monde, dans tous les chais du monde, ce sont les levures indigènes qui terminent les fermentations alcooliques. C'est les seuls qui ont un facteur killer. Tout ce que vous rajoutez sert à rien. Ça sert simplement à enclencher la fermentation alcoolique. Elles crèvent au bout de 4-5 jours, elles sont bouffées par les levures indigènes. Dans tous les chais du monde, ce sont les levures indigènes qui font le vin. Alors qu'on arrête de me bassiner avec les levures indigènes, il y en a dans tous les vins. Point barre. Et là, je demande à quelqu'un qui me prouve l'inverse, le contraire. Il n'y en a aucune preuve. Vous allez faire une culture c'est très facile, vous foutez votre doigt dans un vin qui finit sa fermentation, vous prenez une boîte de pétri, vous le foutez sur la boîte de pétri, vous le mettez vous le mettez à cultiver, vous verrez que les seules levures qui vont naître sont les levures indigènes. Point barre.
Alors le tout est de savoir si on veut déclencher une fermentation rapidement ou pas. Moi, j'en utilise pas de levure lyophilisée, mais moi, je m'en fous. Elles vont crever très vite. Là où on est complètement d'accord, et nous tous ici, c'est que putain, mais pourquoi rajouter des trucs dans le pinard alors qu'on n'en a pas besoin? Ah oui, ça C'est pas parce qu'on les rajoute que votre vin va être mauvais. Oui, oui. C'est qu'on n'a pas besoin de le faire. C'est la sagesse, putain. Uniquement la sagesse. Soyons sages.